L'Amérique et son rêve américain. La chance donnée à tous de réussir aux États-Unis pour peu qu'on s'en donne les moyens. Ce rêve peut prendre bien des formes, allant de la conquête de l'Ouest à celle de l'espace. Mais ce rêve implique toujours ou presque des promesses de liberté et de réussite. Nous, Élise et Sandra, deux sœurs nées dans les années 90, ça fait un moment qu'on observe ce pays, sa culture et ses extrêmes depuis la France. On a finalement décidé d'y faire un tour, en se créant un rêve américain sur mesure, à notre image. Une traversée des États-Unis d'ouest en est, à vélo. On a choisi deux villes, symboles pour nous de ce pays. San Francisco, largement à cause de la chanson de Maxime Le Forestier, et New York, parce que honnêtement, tout le monde a déjà entendu parler de New York. Sans visa, on avait 3 mois devant nous. Alors après de rapides calculs sur Google Maps, il fallait qu'on fasse 6000 km pour une moyenne de 90 km par jour. C'était jouable. On a acheté Blue et Rainbow, nos vélos respectifs, quelques jours avant de partir. On a démonté les pédales, les roues, la selle, tourné le guidon pour qu'il rentre dans des cartons conformes aux attentes de la compagnie aérienne. Ensuite, on a loué une voiture direction Paris, puis 11 heures d'avion plein ouest vers les States de US America, bref, les États-Unis. Arrivé à San Francisco, on a remonté les vélos et on est parti jouer les touristes en commençant par le port. On a enfin pu prendre pleinement conscience de l'expression « sentir le phoque ». Ensuite, on a cherché la fameuse Maison Bleue, mais sans succès. On s'est trempé les pieds dans l'océan Pacifique, histoire de dire qu'on l'avait fait. L'eau était froide, mais le prochain océan, ce serait dans 3 mois, l'Atlantique, de l'autre côté du pays. Direction maintenant le célébrissime Golden Gate Bridge et ses presque 3 km de long. Ce pont, on l'a vu dans des dizaines de films et il est là, enfin, sous nos roues. Ce pont, c'est à lui seul le symbole de San Francisco. Les hippies des années 60 ont aujourd'hui laissé place à la Silicon Valley. La baie abrite près de 8 millions d'habitants, dont les plus grands cerveaux de ce monde et les sièges des géants YouTube, Facebook et Twitter. San Francisco, c'est aussi la ville aux 40 collines. Elles sont raides. Très raides. Très, très raides. C'est physique. D'autant qu'on a encore le décalage horaire dans les jambes et que ce sont nos premières heures de vélo. Pour un début, c'est plutôt violent. Au matin du 3e jour, on quitte la ville en ferry. On traverse toute la baie de San Francisco et son port industriel, le 5e plus gros du pays. On débarque finalement à Oakland, bien connu pour son équipe de baseball, et c'est parti pour un voyage plein est. Pour ces premiers jours, le vent est avec nous. On
On ne le sait pas encore, mais il s'agit là des rares jours où nous l'aurons dans le dos, où il nous portera. Tout le reste de l'aventure, ou presque, nous l'aurons systématiquement de face. La Californie est une des régions les plus riches de la planète. Si l'État était indépendant, ce serait la 5e puissance économique mondiale devant la France. À vélo dans ces plaines, c'est surtout la culture des amandes qui nous frappe. On traverse des hectares et des hectares d'amandiers. 80% de la production mondiale d'amandes provient de ces terres. Après seulement 3 jours de route, voici venu le premier obstacle, les contreforts de la Sierra Nevada. Il ne fait pas encore trop chaud en cette fin de printemps, ce qui rend l'effort supportable. Nous voilà bientôt à Yosemite. Yosemite, c'est le premier parc national de notre voyage. Au programme, des immenses cascades gonflées par la fonte des neiges, des falaises de granit mondialement connues comme North Dome ou El Capitan, des milliers de touristes et une faune plus tout à fait sauvage. Aux États-Unis, le camping est ancré dans toutes les mœurs. Le bivouac est ainsi toléré sur toutes les terres appartenant à l'État. On trouve où s'installer facilement et le riz devient un de nos meilleurs alliés. Une semaine après notre départ, la Californie, le Golden State, tient déjà toutes ses promesses et nous en met plein les yeux. En 2019, la Sierra Nevada connaît un hiver très rigoureux avec des chutes de neige records pour ces dernières décennies. C'est une bonne nouvelle pour la Californie qui affronte une sécheresse sans précédent. C'est une moins bonne nouvelle pour nous car les grands cols de la région sont encore enneigés et donc infranchissables. Ainsi, c'est un détour de 300 km qui s'impose. La route a ouvert le matin même et nous serons les premières cyclistes à l'emprunter cette année. Nous roulons désormais vers le nord pour franchir Ebbets Pass, un col à 2600 mètres d'altitude. Après 2 jours de montée, on trouve la neige aux alentours de 1800 mètres. La couche de neige s'épaissit au fil des kilomètres parcourus. Sur cette route, on ne croise presque personne. Les bernaches nous tiennent compagnie. Les lacs, encore gelés, nous offrent de sublimes paysages et autant de souvenirs. Plus on se rapproche du col, plus les murs de neige gagnent en hauteur et plus le ciel se couvre. Un orage de grêle éclate finalement à quelques kilomètres du sommet. Trempés, fatigués, mais fiers d'avoir franchi ce premier obstacle, on entame la descente tout aussi épique, les mains gelées en prime. Il faut qu'on trouve un terrain sans neige pour pouvoir bivouaquer. La Californie est tristement célèbre pour tous les incendies qu'elle subit. Cette vallée n'a pas été épargnée. On traverse ce qu'il reste des forêts ravagées par les flammes
Et on s'installe un peu plus loin, dans une petite caverne, pour passer la nuit au sec et nous réchauffer. Au matin, nous reprenons la route en direction du nord. Dans ces montagnes, Sandra a la chance d'apercevoir un ours qui traverse à quelques dizaines de mètres devant son vélo. « 700 km et 10 jours après notre départ, nous atteignons les rives du Lake Tahoe, le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Nord, et avec ses 500 mètres de fond, l'un des plus profonds au monde. À cheval entre deux États, ce lac signe pour nous la fin de la Californie. Nous entrons dans le Nevada. Paysagement parlant, ça n'a plus rien à voir. En l'espace de 50 km, on a pris 20 degrés, il n'y a plus un seul arbre, quelques broussailles, des plaines, des serpents écrasés sur la route et surtout des kilomètres de lignes droites interminables. Le Nevada compte 3 millions d'habitants. Les 2 tiers d'entre eux sont au sud de l'État, à Las Vegas, la ville de tous les péchés. Nous sommes plus au nord, sur la route 50, surnommée ici The Loneliest Road of America, la route la plus solitaire des États-Unis. Il n'y a presque personne. Une voiture toutes les demi-heures et des petits villages distants de 200 km avec une station essence en guise de supermarché. On doit emporter de quoi manger et surtout boire pour plusieurs jours. Les vélos s'alourdissent de 8 litres d'eau et dans les montées, c'est maintenant des vélos de 35 kg qu'il faut faire avancer. Les lignes droites s'enchaînent. 20, 30, 50, jusqu'à 70 km sans vrai virage. C'est au Nevada que les Américains ont fait leur premier essai nucléaire dans les années 40. C'est ici aussi que se trouve la mystérieuse zone 51 qui alimente tous les fantasmes extraterrestres et théories du complot. En termes de relief, on enchaîne d'immenses vallées encadrées par des chaînes de montagnes qu'il faut franchir autour des 2000 mètres d'altitude. Les nuits sont très fraîches. On essuie plusieurs gelées matinales, mais l'après-midi, le thermomètre dépasse régulièrement les 30 degrés. Quelques animaux nous distraient. Nous sommes dans le royaume des antilopes et surtout des chevaux sauvages.
les fameux Mustangs de l'Ouest. Les conquistadors les ont introduits au XVIe siècle lors de leur conquête du Nouveau Monde. Aujourd'hui, il serait plus de 60 000 à parcourir librement ces terres. Nous sommes dans le Wild West avec tout l'imaginaire qui va avec. Cow-boy, veste à franges et serpent à sonnette. On bivouaque la plupart du temps au milieu de nulle part, dans d'immenses plaines, paysages sauvages, infinis et très colorés. La nuit, c'est au son des coyotes qu'on se réveille. La terre sableuse nous ralentit et nous oblige parfois à pousser les vélos sur quelques mètres. Ici, la radio ne capte rien. La traversée du Nevada nous prend 9 jours. 9 jours de plaine, de col, de ligne droite, et 9 jours de sueur sans douche. C'est donc bien sale que nous faisons notre entrée dans l'Utah. Première impression, le rouge domine. L'Utah, nous y allons pour une raison, ses parcs nationaux. Le premier que nous traversons est Zion. Zion, c'est un immense canyon avec des falaises jusqu'à 600 mètres de haut, creusé par une petite rivière pendant des millions d'années. Zion est magnifique, atypique, profondément inspirant, mais aussi très, très touristique. Nous reprenons la route, direction Bryce Canyon, au sud-ouest de l'Utah. Bryce Canyon est connu pour ses hoodoos, des sculptures formées par l'eau sous l'action du gel et du dégel. Nous sommes ici à plus de 2000 mètres d'altitude. Le temps change très vite. Il pleut. Beaucoup. Il grêle aussi. Mais entre deux averses, l'heure est à la contemplation. Bryce Canyon est vraiment unique. On ne se lasse pas d'observer ces cheminées de fées et leurs 50 nuances de rouge, d'autant que ce parc est le moins fréquenté que nous ayons visité jusqu'ici. Culturellement, l'Utah est un État très conservateur, colonisé par les Mormons dans les années 1850. Cette religion, très spécifique aux États-Unis, est considérée par certains comme sectaire. En termes de décor, l'Utah est simplement fascinant. On trouve une variété de paysages incroyables, entre montagnes rouges, canyons et territoires plus ruraux. L'Utah, c'est aussi l'état des dinosaures. C'est ici qu'on trouve la plus grande concentration de fossiles au monde, dont des T-Rex ou des Diplodocus. Plus loin, la route plonge dans un magnifique canyon ocre. On zigzague entre roches de sable et grès Navarro, une roche nommée d'après le peuple amérindien qui vivait autrefois ici. Nous sommes sur la route numéro 12.
connue pour être l'une des plus belles routes du pays. Cette route est très vallonnée et nous devons pousser les vélos à pied à plusieurs reprises. Mais l'effort est largement récompensé. Ces kilomètres sont parmi les plus beaux de tout notre voyage. Après un gros col à 3000 mètres et quelques vaches sur la route, nous atteignons les falaises rouges de Capitol Reef, un autre parc national. Ce soir-là, il y a énormément de vent. La tente est à 2 doigts de casser, l'orage à quelques kilomètres et on s'entend à peine parler. Capitol Reef est la Mecque des géologues américains. Nous sommes ici sur le grand plateau du Colorado, façonné par le fleuve du même nom et ses puissants affluents. Sur 50 km à peine, les roches témoignent de 200 millions d'années d'histoire géologique entre le Permien et le Crétacé. Les paysages changent à chaque virage. Par moments, on se croit sur la Lune, l'instant d'après sur Mars. Dans tous les cas, c'est magnifique, et c'est là où voyager à vélo prend tout son sens. On a la liberté de s'arrêter tous les 10 mètres si on le souhaite. L'Utah est un vrai coup de cœur. Clairement, le plus bel État que nous ayons traversé. Malgré le caractère touristique de l'endroit, on croise finalement très peu de monde sur ces routes. Et cela renforce le sentiment d'immensité de ces grands espaces. Après 2000 km et 35 jours de vélo, nous franchissons le mythique fleuve Colorado. Nous arrivons à Moab, ville de 5000 habitants, où nous prenons quelques jours de repos bien mérités. On en profite pour randonner un peu. Nous partons à l'assaut de Jeep Arch, une arche portant très bien son nom à quelques kilomètres des méandres du fleuve. Pour profiter au maximum des merveilles de l'Utah, nous louons une voiture et partons explorer les parcs alentours en commençant par Canyonlands. Canyonlands, c'est le Grand Canyon, en plus petit. Des immenses ravins, des rivières qui serpentent et surtout ce sentiment qu'on est tout petit face à un tel décor. Toujours en voiture, nous prenons la direction de l'Arizona au sud et entrons dans le parc le plus connu de tout l'Ouest américain, Monument Valley. Silhouette mythique, cow-boy, indien, cactus, tout l'imaginaire du Far West tient en ce lieu.
Ces paysages grandioses, c'est une des raisons pour lesquelles l'Amérique nous fascine, pour lesquelles nous voulions venir, et nous ne sommes vraiment pas déçus. Après ces 2 jours de voiture, nous remontons en selle et entrons dans le Colorado, l'État le plus montagneux des États-Unis. Nous sommes dans les Rocheuses, ou les Rockies, comme disent les Américains. Cette chaîne de montagnes s'étend sur 6000 km jusqu'au Canada. Les cuisses chauffent. Il y a 6 cols à plus de 2700 mètres à franchir. Le Colorado a des airs d'Alpes, des vallées profondes et des hautes montagnes enneigées. Nous empruntons d'ailleurs une vallée surnommée la Petite Suisse. Ces montagnes, c'est un autre pan de l'histoire américaine. C'est ici qu'on s'est rué vers l'or, au XVIIIe siècle, à la recherche du précieux minerai. Des milliers de colons ont tenté leur chance, mais n'ont trouvé que de l'argent, et la dernière mine a fermé en 1990. « 4 juillet, jour de fête nationale américaine. Nous la passons à Pagosa Springs, petite ville de 1000 habitants, qui ont sorti pour l'occasion leurs plus beaux costumes aux couleurs du drapeau. Vient ensuite Wolf Creek Pass, le dernier vrai col de notre aventure, sur la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique. La montée est rude et le vent souffle de face, mais la descente n'en est que plus appréciable. Un peu plus loin, toujours dans le Colorado, nous visitons Great Sand Dunes, un parc national au pied des montagnes, avec des dunes de granit jusqu'à 200 mètres de haut. Dépaysement garanti. Après 40 jours de vélo et 3000 km à notre actif, nous entamons une longue descente jusqu'au Kansas. Nous quittons les reliefs de l'Ouest pour nous engager dans les plaines du Midwest. C'est le retour des lignes droites et surtout des insectes. Les moustiques jouent sur nos nerfs bien plus que n'importe quelle montée ou intempérie.
Le Kansas marque notre grand retour sur la route 50 qui traverse presque tout le pays. Ici, champs de maïs, de soja et pâture pour vaches s'enchaînent. Au loin, les silos de grains sont les seuls reliefs apparents dans ces grandes plaines. Le train vient chercher les récoltes, passant de ville en ville, en s'annonçant bruyamment à chaque croisement. Il nous réveille en sursaut presque toutes les nuits. Le Kansas marque aussi le milieu de notre périple. Entre deux puits de pétrole, on traverse des champs d'éoliennes. Le vent vient du sud-est, presque de face. Il n'y a rien pour l'arrêter, car il n'y a pas d'armes. C'est dur, moralement et physiquement. Alors un jour où le vent souffle trop fort, nous clouant sur place, on se résout à faire quelques kilomètres en stop à l'arrière d'un pick-up agricole. Les Américains aiment se moquer du Kansas en disant que l'État est plus plat qu'un pancake. C'est relatif, car en vélo, rien n'est jamais vraiment plat. Mais il est sûr que sortant du Colorado, le Kansas a quelque chose de monotone. Nous voilà maintenant dans le Missouri. Et tout de suite, ce qui change, ce sont les arbres. Il y a des forêts partout. La forêt tombe à pic. Nous sommes mi-juillet et le Missouri est placé en alerte canicule. Avec l'humidité, les températures ressenties sont proches des 40 degrés. Nous roulons sur le Katy Trail, une ancienne voie ferrée reconvertie en piste cyclable. C'est la plus grande du pays. 380 km de piste sans voiture le long de la rivière Missouri. Désormais, ce sont les grenouilles qui nous accompagnent, bondissant par centaines devant nos roues et parfois sur nos mollets. Le Missouri est marqué par de grosses inondations. Il y a de l'eau partout. Nous devons faire plusieurs détours pour passer des routes inondées. Les forêts ont des aires de mangroves et les champs de maïs sont couverts de limons. Les premiers colons à investir la zone étaient français. De nombreuses villes portent encore cet héritage, telles que Saint-Louis. Le Missouri faisait autrefois partie de la Louisiane française, vendue pour une poignée de dollars par Napoléon en 1803. « 63 jours et 4000 km après notre départ, nous arrivons sur les terres de Mark Twain et franchissons le mythique Mississippi. Nous voilà dans l'Illinois, état de la Corn Belt où le maïs domine. Des champs et encore des champs. Dans l'Ohio, nous suivons un autre itinéraire cyclable, l'Erie Trail. Il traverse l'État en diagonale et passe par Columbus, la capitale de l'État. L'Erie Trail est entièrement goudronné. Il nous permet de traverser rapidement ces États ruraux.
L'ouest de l'Ohio est marqué par les Amish et leurs calèches que l'on voit partout. C'est aussi dans cet état que nous rencontrons les pentes les plus raides de tout notre voyage. La Sierra Nevada et les Rocheuses étaient en comparaison bien moins violents que les contreforts des Appalaches. L'est des États-Unis est doté de nombreuses infrastructures cyclistes. Depuis le Mississippi, presque toutes les routes que nous empruntons sont des itinéraires dédiés. Les États-Unis, pays le plus riche du monde, nous offrent d'autres avantages. Une connexion Internet à peu près partout et des prises électriques dans chaque parc public. En Pennsylvanie, nous rejoignons le Gap Trail. Très connu des cyclotouristes, cette piste mène directement à Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Grâce au Gap Trail, nous franchissons aisément la chaîne des Appalaches, dernier gros relief avant New York. La fin est proche. Nous atteignons la côte Est et la ville de Philadelphie. Philly, comme on la surnomme ici, est connue pour 3 raisons. Ses cheeseburgers, son rôle dans l'indépendance du pays et Rocky Balboa, personnage culte incarné par Stallone dans les années 80. C'est sur les traces de ce boxeur imaginaire que nous arpentons sportivement Philly, zigzagant entre des tours de verre modernes et des immeubles plus anciens. Au matin du 84e jour, après 6200 km de vélo, nous touchons enfin au but. Nous atteignons les plages de l'océan Atlantique. En face, très loin, c'est le Portugal et l'Europe. Il ne reste qu'une vingtaine de kilomètres pour rejoindre New York et nous les faisons en bateau. Nous débarquons à New York City sous la pluie, les yeux rivés au ciel. Les gratte-ciels et leurs falaises de béton font d'une certaine manière écho au Grand Canyon de l'Ouest. Nous visitons la ville qui ne dort jamais à pied et à vélo, remontons les célèbres avenues à sens unique et nous prenons l'ascenseur jusqu'au sommet du One World Trade Center, l'un des plus hauts buildings du monde. L'Amérique, et New York en particulier, draine tout un imaginaire collectif, une image martelée depuis des décennies par Hollywood et le petit écran.
Manhattan, Brooklyn, Central Park, les taxis jaunes. Il ne manque rien, tout y est. La Grosse Pomme, la ville aux 20 millions d'habitants, contraste énormément avec ses 3 derniers mois de voyage. Il y a un monde entre les traders de Wall Street et les fermiers du Kansas. Un fossé béant entre la frénésie new-yorkaise et les lignes droites désertes du Nevada. Mais partout, il y a ce peuple optimiste et enthousiaste qui nous a toujours aidés et soutenus pendant notre parcours. À New York, on repense à tout ce qu'on a vécu. La neige en traversant la Sierra Nevada, les Mustangs de l'Ouest, les parcs nationaux de l'Utah, les montagnes du Colorado, le vent si présent dans les plaines du Kansas, les inondations et l'eau du Missouri, le maïs dans l'Illinois et l'Indiana, les Amish dans l'Ohio et enfin les grandes villes de la côte Est. Les États-Unis sont une jeune nation, construite dans la sueur et le sang par ceux qui voulaient changer de vie. Ils nous fascinent, en positif comme en négatif. L'Amérique est si contrastée, si extrême par moments, qu'il est difficile de l'appréhender pleinement. Mais les Américains ont tous un point commun, ce drapeau et la liberté qu'il représente. Le rêve américain, l'American Dream, continue de faire vibrer des millions d'individus à travers le globe. Le nôtre s'est écrit à vélo et a tenu toutes ses promesses d'aventure et de liberté. Voilà, c'était notre Ameri Bike Dream.